Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Les plantes en ville ont une histoire bien à elles. Depuis quand sont-elles utilisées pour végétaliser les villes ? Quels en sont les usages au fil du temps ? Que représente la relation au végétal des citadins et comment elle a évolué ? Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avions l'envie de répondre à toutes les questions autour des plantes en ville et en particulier sur l'évolution de la relation à elles en tant que citadins au cours de l'histoire. Nous avons donc le plaisir de recevoir pour cela Émilie-Anne Pépi. Bonjour Émilie-Anne. Bonjour Lucia et bonjour Delphine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférences en histoire moderne au laboratoire Langage, Littérature, Société, études transfrontalières et internationales à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Alors merci effectivement d'avoir accepté de partager avec nous vos travaux qui nous ont enthousiasmés à plusieurs égards en réalité, parce que ça fait quelques temps qu'on s'intéresse à ça et en particulier parce que vous traitez de nombreux sujets qui se rapportent à la botanique avec votre regard d'historienne, et c'est ça qui nous intéresse aussi, et qui semblent tous vraiment passionnants, autant les uns que les autres. Ça va de la place des femmes dans la botanique au cours de l'histoire, à l'instrumentation des plantes en politique publique, en passant par l'étude de la place des plantes en ville. Et c'est d'ailleurs donc ce qui va être l'objet de cette interview aujourd'hui. Dans ce cadre d'ailleurs, vous avez coécrit avec Charles-François Mathis un livre qui s'intitule « La ville végétale, histoire de la nature en milieu urbain ». C'est le cas de la France du XVIIe au XXIe siècle. C'est bien cela ? C'est bien cela, donc merci de présenter ce livre. Avec plaisir. Je le lis, c'est en cours. J'ai pas tout lu, je l'ai lu un petit peu au gré de mes envies, selon les chapitres qui sont vraiment tous... Et il se lit très facilement, donc c'est vraiment un ouvrage que je recommande. Première question qui est une question phare dans Restez pas plantés là, qui nous intéresse à chaque fois quand on interviewe quelqu'un, c'est de savoir quelle est votre histoire personnelle, à vous, avec le monde des plantes. C'est une question qui m'a paru intéressante, qui oblige à se poser des questions sur soi-même et on ne prend pas toujours forcément le temps de le faire. Pour ma part, j'ai grandi entourée de plantes, donc avec un rapport peut-être à la nature végétale privilégié, mais en y réfléchissant bien, l'histoire des plantes m'a interpellée quand j'étais en licence de géographie à la Sorbonne, en parallèle de ma licence d'histoire. Des professeurs nous avaient présenté des fonds relatifs à la géographie coloniale du 19e siècle, parmi lesquels il y avait beaucoup de photographies, de documents de naturalistes, d'herbiers, et c'est quelque chose qui m'avait frappée émotionnellement parlant. Donc ensuite, j'ai fait une thèse qui portait en particulier sur les milieux forestiers dans les Alpes, à travers les archives d'un ordre religieux, les Chartreux. Et j'ai retrouvé ce sujet des plantes à propos de la découverte botanique des Alpes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et c'est comme cela que depuis une quinzaine d'années, mes recherches se sont arrimées à cette histoire du végétal. D'accord, donc c'est vraiment une relation émotionnelle, en fait, il y a un truc qui s'est passé au moment de découvrir certains documents historiques, en fait. Voilà, découvrir que les plantes avaient une histoire, ou plutôt le regard que les hommes portent sur les plantes, avait une histoire, pouvait être historicisé. Et c'était pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de lire à cette époque lointaine, hein, qui était avant notre millénaire. Maintenant, il est vrai que davantage de chercheuses et de chercheurs s'intéressent à ces thématiques et c'est tant mieux. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce parcours, le parcours scolaire, académique qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui ? Donc vous parlez d'une licence en géographie, tout d'abord ?
Oui, alors après une formation en classe préparatoire, j'ai effectivement eu la chance de pouvoir faire une double licence. C'était encore possible à l'époque, donc d'histoire et de géographie. Puis ensuite, j'ai poursuivi avec ce qui s'appelait une maîtrise d'histoire, avant d'avancer sur un doctorat d'histoire moderne. Et actuellement, je suis en train de finaliser une HDR en histoire moderne également, donc carrière universitaire assez linéaire. J'ai la chance d'être enseignant-chercheur à l'université de Savoie-Mont-Blanc et donc d'essayer d'initier les étudiants autant que faire se peut à ces thématiques. Et est-ce que du coup, depuis cette licence, double licence histoire-géographie, durant laquelle vous avez un petit peu redécouvert, ou du moins ça vous a mis en lumière toute cette histoire liée à la botanique, est-ce que c'est resté un fil rouge pour vous? Est-ce que ça a déclenché vraiment une sorte de vocation de travailler en tant qu'historienne sur les questions de botanique? Ou pas plus que ça? Vocation, je ne sais pas, mais c'est un objet de recherche qui s'est imposé par la force des choses parce que je fais partie des personnes qui ont animé les premiers réseaux d'histoire environnementale en France. Donc on a notamment fondé une organisation qui s'appelle le RUCH, donc un réseau universitaire de recherche sur ces questions environnementales en histoire. Et quand on est historien des périodes anciennes, pour travailler sur l'environnement, il faut des entrées. Toutes les entrées ne sont pas simples, hein, donc on cherche en général en fonction des archives qui sont accessibles et problématisables. Et cette question du végétal se trouve, j'ai envie de dire, assez facilement à travers une série d'archives qui ne vont pas forcément être explicitement dédiées à la question, mais qu'on peut réexaminer et en creux, on trouve des choses sur le végétal. Donc c'est aussi une quête qui est un petit peu exaltante, hein, c'est-à-dire reprendre des archives qui ont été étudiées par exemple d'un point de vue économique Mm, et mm. chercher des choses qui vont davantage toucher à ce rapport entre les humains et le végétal, en faisant toujours attention à rester avec les manières de penser des personnes de l'époque, hein, c'est-à-dire ne pas être tenté de plaquer nos concepts de gens qui affrontons une crise environnementale globale à des périodes où les raisonnements n'étaient pas les mêmes. D'accord. Moi, je me pose une question aussi, c'est que vous avez donc double licence géographie-histoire. Pourquoi avoir fait cette double licence-là? Et pourquoi finalement avoir choisi plutôt l'histoire, de ce que je comprends, dans votre, pour choix de carrière, en fait? Alors, je suis une scientifique ratée, hein. Moi, j'aurais bien aimé faire ce que vous faites, mais malheureusement, mon niveau en mathématiques n'était pas suffisant, donc je le vis comme un échec personnel, le fait de ne pas avoir pu poursuivre mes études en Si sciences. ça peut vous Et, rassurer, je suis pas très douée en mathématiques. Ouais. à cette époque, du moins, il y avait une sorte de crible, hein. Il fallait être très bon en mathématiques, sinon on ne pouvait pas continuer. Et moi, malheureusement, ce n'était pas mon cas et ça n'est toujours pas. Et je reste fascinée par les sciences. Et donc, j'ai choisi des disciplines de sciences humaines et sociales, mais qui ont quand même une approche arrimée à des questions matérielles, on va dire. C'est Mm, la matérialité de ces recherches qui m'a intéressée. mm. Euh, et j'ai longtemps hésité entre l'histoire et la géographie, et je travaille beaucoup avec des collègues de géographie, je reste très intéressée par la géographie. Donc, ça reste une satisfaction de pouvoir articuler les deux. Et complètement, ce qui fait que du coup, vous avez aussi un état d'esprit un petit peu transversal, puisque vous êtes intéressé par plusieurs disciplines. Au final, ça ouvre les perspectives. Je trouve ça intéressant. Mm. Et de fait, je fais l'histoire de la géographie un petit peu à travers la manière dont on C'est voit la vrai. géobotanique, finalement, dont on voit la naissance de la géobotanique à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est quelque part, c'est une manière de compenser ces frustrations à travers les thèmes de recherche actuels. Alors, on a vu que vous vous intéressez à de nombreux sujets autour du végétal, donc, ou bien le végétal, il vient finalement en arrière de la source principale d'intérêt. Pourquoi cette penchée sur cette question du végétal en ville, en particulier? La question du végétal en ville n'était pas abordée pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle était abordée à travers des études comme par exemple l'histoire des jardins, qui est rattachée largement à l'histoire de l'art, même si beaucoup de choses évoluent. Vous avez peut-être lu le livre de Yann Sinowiecki, Paris en ses jardins, qui montre bien les tendances actuelles de l'historiographie, hein, c'est-à-dire d'ouvrir justement à la transversalité, de ne pas rester enfermé dans le jardin comme si c'était quelque chose d'extérieur au reste du monde.
Donc il y avait en quelque sorte un manque historiographique qui consistait à regarder le végétal comme un acteur de l'histoire, au même titre que des humains ou des animaux, des éléments de la faune. Donc avec mon collègue et ami Charles-François Matisse, on a eu grand plaisir à travailler ensemble à deux voix, donc pour explorer à la fois le côté histoire moderne, donc 17e, 18e siècle, et puis histoire contemporaine après le 19e siècle, et essayer aussi de rattacher cette question à des enjeux qui sont très contemporains et mis en lumière. Donc là, ça va bientôt arriver, hein, le marronnier comme chaque année, la Hmm. chaleur extrême qu'on va ressentir en toute vraisemblance cet été dans les villes en France et qui va nous amener à reposer des questions sur la végétalisation. Donc là, c'est la satisfaction de faire un petit peu le lien entre nos thématiques qui sont quand même d'explorer le passé, mais de montrer qu'une meilleure connaissance du passé pouvait éclairer des enjeux actuels, toujours en faisant attention à ne pas faire d'anachronisme, mais d'apporter une profondeur peut-être historienne, hein, à ces questions. Et j'ai eu la grande satisfaction ensuite, après la parution de ce livre, et puis Charles-François de la même manière, d'être beaucoup invité ou mis en relation avec des gens qui s'occupent très concrètement de cette végétalisation des villes. Justement, de retrouver un dialogue technique, là aussi, qui est peut-être quelque chose qui me manque, hein, dans ce que je fais au quotidien. Donc, de découvrir des nouveaux univers professionnels, c'est quelque chose de très, très satisfaisant. C'est vrai. Et du coup, ça ancre vraiment vos recherches et ce pourquoi vous les faites. Et je trouve ça... Moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressée aussi dans cette approche-là et de se rendre compte que finalement, il y a plein de choses on a l'impression que ça date d'aujourd'hui, ça sort comme ça du chapeau, mais en fait, pas du tout, quoi. Donc c'est ça que je trouve Mm, vraiment très intéressant dans cette approche aussi. Mm. complètement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pour chercher ou trouver des sources historiques dans votre livre? C'est très sourcé, chacune de vos informations sont très riches et justement, on se demandait comment on construit une recherche comme ça en histoire sur ces thèmes-là, par exemple. Alors, sur ce livre, on a eu beaucoup de phases de brainstorming parce que l'objectif, c'était de créer un ouvrage de synthèse, d'écrire un ouvrage de synthèse. Donc, à partir de la lecture de toute une bibliographie, un état de l'art, hein, qui existait, et puis de faire les liens sur des recherches qui pouvaient être spécialisées sur des thématiques un petit peu différentes. Je donne souvent l'exemple de l'histoire économique, mais quand vous étudiez, par exemple, une place de marché, vous pouvez regarder quantitativement, combien on produisait d'hectolitres de vin au XIXe siècle, combien se vendait le litre de vin, quelle catégorie sociale achetait le litre de vin, etc. Et puis, vous pouvez avoir une autre approche qui consiste à dire ce vin, d'où vient-il, quelles vignes ont été exploitées, avec quels produits chimiques, en dépensant combien d'énergie. Mais Vous tout est voyez, donc on renseigné? déplace le questionnement. Tout ça, on peut le trouver dans les archives. Ok. Donc nous, les historiens, on connaît les catégories, ou si on va dans des fonds d'archives, on sait que ça sera par exemple les séries consacrées à l'agriculture, on va trouver beaucoup, beaucoup de choses sur la viticulture, on va trouver ces informations. Mais comment les interroger? Est-ce que je m'intéresse à Mm. la vie du vignoble au XIXe siècle ou est-ce que je m'intéresse à la circulation des grappes de raisin soigneusement coupées qui vont être présentées dans les restaurants chics ou dans les boutiques d'artisans fabricants de confitures, enfin ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut interroger. Et une fois qu'on a la grille d'interrogation, on sait trouver, alors, soit dans des archives originales, donc là c'est le contact avec les vieux papiers, Mhm. soit dans une bibliographie qui a été déjà écrite, ou, ce qu'on a beaucoup fait avec Charles François, dans des sources littéraires, parce qu'on est tous les deux très sensibles à l'histoire culturelle et à ce qu'elle peut dire du monde passé, même si c'est pas forcément à prendre comme une photographie, hein, mais néanmoins ça dit des choses. Et donc retrouver des citations d'ouvrages, parfois d'auteurs célèbres, hein. Si je reste sur mon Oui. exemple du marché et des vignes, on a par exemple Zola qui a fait des descriptions très enthousiasmantes de ces univers professionnels. Donc c'est vraiment tout le travail de l'historien qui part d'un questionnement. Et là, il est vrai que c'était un questionnement qui renouvelait la manière de poser des questions au passé. Et là, justement, c'était quoi un peu votre grille de questionnement autour du végétal en ville? Déjà, qu'est-ce que le végétal en ville? Qu'est-ce qu'on appelle végétal en ville? Parce que la question est complexe et j'ai envie de dire difficile et on n'a pas pu tout traiter. Il y avait une catégorie de végétaux comme les mousses, par exemple,
les lichens, les algues. Tout ça, c'est très difficile à documenter pour les périodes antérieures, je dirais, au XXe siècle. Donc on a dû les laisser de côté et c'est pas faute d'avoir cherché. Et puis il y a les végétaux visibles, donc les grands végétaux, les arbres, hein, qui sont un petit peu les seigneurs du monde végétal. Là, je reprends ce que disaient les encyclopédistes de la fin du XVIIIe siècle, c'est leur opinion. Et puis les plantes plus petites, ornementales ou autres. Donc un végétal enraciné en quelque sorte, Mhm. peut-être flottant pour les algues, je n'ai pas forcément de réponse formelle. Et puis vous avez le végétal coupé. J'en prends mon exemple de la grappe de raisin. On a aussi les bouquets de fleurs, donc tout ce qui est production fruitière, qui circule sous forme séchée. Ça peut être les plantes dont on se sert dans l'apothicarie, hein, dans la pharmacie, ou pour consommer sous forme de tisane et autres préparations. Sachant que ça fait partie d'une culture matérielle qui est aujourd'hui assez largement oubliée, encore que elle revient un petit peu sur le devant de la scène avec le développement de boutiques d'herboristerie euh, dans les villes actuelles. Donc tout ça, c'est du végétal soit coupé, soit en miettes, soit sous forme d'écorce. Donc des produits végétaux, dirons-nous. Et ça fait partie d'un système d'échange. Donc là, on revient sur une étude assez classique finalement du commerce, hein, comment circulent les flux de plantes, de fruits, etc. dans les villes. Donc on voulait, avec Charles-François Matisse, rester vraiment à l'articulation entre le végétal enraciné, mais pas que, hein, c'est-à-dire inclure aussi les formes végétales coupées ou en morceaux. Et on souhaitait également réserver une place au végétal plus onirique, hein, à l'image du végétal. Et c'est peut-être un peu sur ce thème qu'on n'a pas été le plus loin dans le livre. Peut-être que ça serait un de mes regrets ou notre recherche à pousser un peu plus, Mais hein, dans c'est ce pour le sens-là. tome 2. Pour le tome 2, peut-être. C'est super intéressant en tout cas. L'aspect onirique, ce que vous voulez dire, c'est comment le végétal crée un paysage qui peut être un peu théâtral, ou c'est quoi que vous appelez par onirique? Alors, j'avais plus dans l'idée d'un paysage qui n'est pas réellement végétal, mais tout ce qui Mm. est affiche, écrit dans la ville, et puis ensuite on va plus vers des illuminations, des systèmes de décoration, si on pense aux décorations de Noël, ce genre de choses. Mm. Donc un végétal fabriqué en quelque sorte, mécanisé, et qui nous dit quelque chose aussi de la perception du monde végétal réel. Donc je pensais plus à cet aspect-là qui était un petit peu complexe aussi à traiter. Donc les images du végétal ou les reproductions du végétal dans la ville. Ok. Et donc tout l'art de votre recherche, ça a été de trouver les infos et de, parmi toutes ces infos, faire le tri de comment vous pouviez utiliser ces archives pour vous en servir dans votre objectif de définir le végétal en ville et comment il a été utilisé au cours du temps dans les villes. C'était ça un petit peu l'art subtil de trouver les infos dans vos documents. Voilà, et puis ensuite on se pose des questions assez classiques, hein, c'est-à-dire qui, quoi, quand, comment. Donc les acteurs, hein, qui participent à cette Mm. histoire du végétal, et j'ai envie de dire c'est un petit peu tout le monde, mais à des niveaux différents d'implication en fonction des orientations professionnelles des gens. Comment? Eh bien, c'est un système, hein. Donc là, on a essayé de réinscrire ces phénomènes-là dans une histoire plus large, comme par exemple l'histoire du développement des transports, des infrastructures de transport. Comment les chemins de fer, par exemple, facilitent le transport de produits végétaux à partir du 19e siècle et font qu'on peut avoir des végétaux d'aspect exotique ou d'origine étrangère qui viennent enrichir les décors urbains. Et nous avons également donc interrogé la question pourquoi. Donc là, c'est la question de la végétalisation. Pourquoi est-ce qu'à un moment dans l'histoire, on s'est mis à verdir les villes, à végétaliser les villes avec une intention politique, donc sous l'Ancien Régime plutôt à l'échelle locale, mais ensuite avec des politiques plus générales à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout à partir de la Mm. Révolution. Donc là, Oui. on essaye de chronologiser notre propos, donc de périodiser notre réflexion. C'est là où vous pourrez bien enlever au montage. De périodiser la réflexion pour un historien, c'est vraiment le cœur de la démarche. Donc essayer de comprendre ce qui change, quels sont les facteurs de rupture ou les facteurs d'évolution, Mm. et au contraire, quelles sont les permanences, donc des choses que on peut voir de manière récurrente, qui se transforment, mais peut-être moins, hein, dans la longue durée.
Mm. Oui, parce que c'est super intéressant la question du végétal en ville. En fait, il y a vraiment eu un moment où il a été introduit en ville, en fait, si je comprends Où bien. il a été introduit d'une manière un petit peu différente par rapport au végétal qui a toujours été en ville. Hmm, Donc le végétal auquel je pense, c'est le végétal nourricier, D'accord, avec oui. bien sûr l'idéal de nourrir les populations. Et jusqu'au XVIIIe siècle, voire même jusqu'à la première moitié pardon, du XIXe siècle, on est dans un système de vie fragile où le risque de pénurie alimentaire est réel. Donc le fait d'avoir la possibilité de compléter son alimentation par ce qu'on appelle à l'époque de la verdure, hein, bon, nous on dirait des légumes ou des fruits, ça permet aux citadins d'avoir une perspective de survie plus importante en cas de manque, hein, de pénurie de disette. Ce qu'on voit apparaître au XVIIe siècle, comme vous le soulignez, c'est l'apparition d'une nouvelle logique qui ne remplace pas la logique précédente, mais qui se surimpose. Et cette logique, c'est celle d'embellir la ville, donc rendre le décor urbain plus agréable, notamment pour les citadins aisés, parce qu'on a une spécificité française dans la chronologie. En Italie, ce mouvement, par exemple, apparaît dès le XVIe siècle. En mhm, France, c'est un petit peu décalé, puisque c'est à la fin du XVIIe siècle quand politiquement se met en place le système de la monarchie qui fait que les élites se centralisent ou se métropolisent et donc viennent dans les grandes villes et notamment dans la capitale. Donc ces élites, elles sont à la recherche d'un milieu de vie agréable et on considère qu'un décor végétal participe à ce cadre de vie rêvé des élites riches. Et mhm. donc là, à partir de ce moment-là, on rentre dans cette logique d'embellissement à laquelle très rapidement se greffe une logique qui relève de la prise en compte de la santé des Mm. citadins, C'est ce que, puisque ouais. le végétal est considéré comme assainissant et comme faisant partie des éléments qui vont amener de l'air frais, chasser les miasmes et donc les risques de maladies épidémiques. Donc pour toutes ces raisons, le végétal devient désirable. Donc cette question sanitaire, elle est particulièrement amenée dans le débat public au XVIIIe siècle, hein, à l'époque des Lumières. Et au XIXe siècle, on parle d'hygiénisme pour désigner tous ces savants qui ont tous la même théorie en tête, c'est-à-dire qu'il faut faire circuler, éviter la stagnation, que ce soit de l'air ou de l'eau, de manière à évacuer les risques de maladie. Finalement, le végétal, il va être instrumentalisé en ville pour des buts bien précis. Je Et pense c'est... qu'on ne doit pas enlever une certaine spontanéité, pardon, je vous ai Oui, coupé. allez-y. Mais c'est vrai que on a effectivement le végétal qui entre dans une politique urbanistique Mm. donc qui effectivement rentre dans des logiques qui sont celles de l'humain, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de servir les intérêts humains. On ne regarde pas le végétal pour lui-même, hein. Il doit vraiment être utile à la société, utile aux citadins. Mm, mm. Alors justement, j'avais une question. Alors pour revenir peut-être un peu en arrière, peut-être vous avez déjà un peu répondu, mais il y a une partie, si je ne me trompe, dans le livre, vous parlez de la nature en ville. Le végétal, il est quasiment tout le temps assimilé à la nature en ville. C'est même peut-être l'emblème de la nature en ville, je sais pas trop. Mais en tous les cas, vous avez défini un peu la place du végétal en ville. Mais alors, comment on peut définir cette nature citadine, selon vous? Et si vraiment c'est le végétal qui prédomine dans cette définition-là, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments en fait qui peuvent rentrer dans cette définition de la nature en ville? Là, vous posez une question qui, à mon sens, est absolument fondamentale et en tout cas très intéressante. Et derrière, il y a la fameuse question philosophique, qu'est-ce que la nature? Mm. Question complexe s'il en est. Euh, pour ma part, je retiens plutôt les définitions qui sont celles des sciences du vivant. Est-ce qu'on peut vraiment parler de nature où l'homme n'aurait pas sa place pour les périodes que l'on connaît? Et la réponse, à mon avis, est négative, hein. C'est-à-dire qu'on utilise nature comme terme parce que c'est commode de le faire, parce qu'il est passé dans le langage courant, mais il n'existe plus de nature sans la main de l'homme. Donc, bon, en fonction des endroits où on regarde sur la planète, mais on va dire dès l'Antiquité, la plupart des zones connues de la planète sont largement anthropisées. Mm. Donc, par exemple, si vous regardez les forêts, il y a des processus naturels, mais en Europe, on est sur des forêts qui sont cultivées depuis le début du Moyen Âge.
Mm. Donc on utilise peut-être avec une sorte d'abus de langage ce terme de nature, et de la même manière en ville, on a des espaces végétalisés ou des espaces où on fait venir volontairement des animaux. Je pense aux hôtels pour insectes. Donc là, ce sont vraiment des espaces façonnés par l'homme, même s'ils ont pour objectif d'être en interaction avec des éléments naturels. Mais dans ces espaces, la nature reprend ses droits, je mets tout ça entre guillemets, c'est-à-dire que des processus naturels se créent, et là, sans l'intervention de l'homme, ou peut-être avec une moindre intervention. Donc je pense aux échanges microbiens, je pense aux échanges entre les êtres vivants eux-mêmes. Donc bon, je ne vais pas vous apprendre vos sujets de recherche, mais les discussions des végétaux entre eux grâce à la communication électrique, j'espère que j'utilise les bons termes. Oui, oui. Et puis, bien sûr, donc, tous les mouvements de la faune, les logiques qui sont propres à chaque espèce, qui relèvent de leur comportement écologique. Donc, il y a des écosystèmes dans lesquels l'homme intervient plus ou moins, qui ont une part d'autonomie. Donc là, on peut parler d'agentivité de la nature. Mais en tout cas, pour la question du végétal, on a quand même des végétaux qui sont très largement venus en ville parce que des actions humaines les avaient incités Mm. à le faire. Donc, soit des actions volontaires, quand on crée un jardin, soit des actions qui sont des conséquences des activités de l'homme. Si je prends l'exemple du décloisonnement de l'Europe, donc on préfère maintenant en histoire utiliser cette expression plutôt que grande découverte, qui est un petit peu polémique. Mais cette période, à partir de la fin du XVe siècle, qui a conduit à mettre en place des échanges entre les continents, dont des échanges microbiens et dont des échanges de substances variées. C'était pas quelque chose qui était contrôlé, mais si vous prenez, je sais pas, une fleur qui tombe dans vos bagages, Mm. elle va être transportée d'un continent à l'autre avec des espèces qui arrivent de manière spontanée. Donc tout cela fait que on a des espèces qu'on dirait parfois invasives, mais ça aussi c'est une question assez politique que de définir ce qu'est l'invasif ou pas. Donc des espèces qui spontanément, adventices, je crois, arrivent, mais en conséquence d'activités humaines. Donc tout ça, à mon avis, ce sont des questions qui sont absolument cruciales et qui sont autant le domaine des sciences du vivant que le domaine de l'histoire, puisque nous, on parvient à dater les Mm. périodes où vraiment ces imbrications entre le vivant et le monde humain sont très fortes. Et en plus, c'est vrai qu'on se rend compte que les plantes horticoles, même celles qui sont finalement spontanées maintenant, puisqu'on parle, si on veut parler de plantes invasives ou non d'ailleurs, eh bien, en fait, il y en a vraiment très très peu qui viennent, qui sont spontanément de nos régions. Finalement, il y en a énormément qui viennent d'ailleurs et enfin, quasiment toutes les plantes horticoles proviennent de dehors de l'Europe, quoi, en fait. Le mimosa, je crois, il me semble. Le mimosa, Le mimosa qui aussi, vient il me d'Amérique semble. du Nord Mm. et qui a été acclimaté avec succès au XVIIIe siècle et qui est devenue une plante horticole, c'est-à-dire ornementale au XIXe siècle. On peut aussi penser à l'acacia. Je piste l'acacia dans ma recherche actuelle qui porte sur les arbres. Donc là aussi, c'est un arbre riche de symboles, puisque c'était un symbole maçonnique au XVIIIe siècle qui représentait un idéal de fraternité et de philanthropie. Et cet arbre était considéré comme intéressant économiquement parce qu'il est à croissance rapide, donc permet d'obtenir rapidement du bois, le bois étant utile pour des usages agricoles, comme par exemple fabriquer des étais pour les vignes. Donc on a eu des campagnes de promotion de l'acacia à la fin du XVIIIe siècle et pendant la Révolution pour inciter les gens à planter des acacias. Donc ça pouvait être aussi pour des motifs ornementaux, parce que c'est un arbre qui a une esthétique particulière, qui séduisait les contemporains. Donc derrière certaines plantes, on arrive à reconstituer toute une histoire, des moments où la plante est désirable et puis des moments où la plante l'est moins. Mhm. Donc ça peut arriver avec certaines plantes qu'on leur reproche finalement des épines qui traînent un peu trop et qui risquent d'endommager les habits des citadins, ou des feuilles qui ont tendance à se répandre par terre et créer des problèmes divers. Donc on a un jeu complexe, quelquefois, de mode végétal, des végétaux qui pouvaient être très désirables à un moment donné et puis qui tombent un peu dans l'oubli, ou qui sont moins préférés des urbanistes pour diverses raisons.
C'est super intéressant, j'adore ce sujet. C'est vraiment un sujet qu'on ne traite pas du tout, qu'on n'a jamais traité auparavant dans le Ouais. podcast et c'est vraiment génial d'en parler aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez parlé du végétal en l'entrée du XVIIIe siècle qui est entré en ville ayant pour rôle d'assainir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la place des plantes en ville à travers les autres rôles qui leur ont été donnés justement au cours de l'histoire? Donc on a ce rôle nourricier qui reste d'actualité hein, jusqu'à des périodes très récentes, malheureusement de guerre ou de périodes de crise. On peut avoir cette tentation du repli vivrier, c'est-à-dire de mettre en culture les espaces de proximité. Donc par exemple les guerres mondiales. Pendant les deux guerres mondiales en France, des jardins publics ornementaux sont devenus des lieux de plantation de culture D'accord. vivrière. J'avais pas Voilà, ça. parce que Mm. les citadins étaient en telle situation de pénurie qu'il fallait bien s'alimenter comme on pouvait. Mm. Euh, Actuellement, on peut penser à la mode, mais qui dit beaucoup de nos sociétés, hein, la mode de planter sur son balcon des plantes qui vont servir à son alimentation. Ça peut être des petits pieds de tomates, ça peut être des fleurs pour une ruche qu'on a à proximité. Mais ce désir de reprendre un petit peu la main, hein, de contrôler la provenance de notre alimentation. Donc là, on a vraiment des permanences liées à des comportements anthropologiques qui évoluent ou qui évoluent moins. Donc ça, c'est une question, je trouve, tout à fait fascinante Mm. avec le revers de la médaille, hein, c'est une artificialisation très poussée de ces techniques de culture. Donc aujourd'hui, dans certaines villes, notamment en Europe du Nord, existent des systèmes où on fait des plantations hors sol sur les toits, Mm. c'est-à-dire il n'y a pas, quasiment pas de substrat, il y a des techniques assez particulières. Et ce sont de véritables entreprises agricoles qui cherchent une rentabilité, qui ont évidemment leur marché tout trouvé. Mais là aussi, ça pose des questions en termes de production locale et de consommation locale. Donc tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à observer. Et je pense aux recherches de Flaminia Padeu, j'espère que je n'écorche pas son nom de famille, qui a fait de très belles recherches à ce sujet en Amérique du Nord, hein, du côté de Chicago. Donc on a un certain nombre de chercheuses et de chercheurs qui s'intéressent en géographie à ces sujets. Et en histoire, donc on peut effectivement trouver des choses. Le végétal qui assainit la ville, c'est lié au fait qu'on découvre au XVIIIe siècle la respiration des plantes. Donc le fait que la plante, en fonction des horaires de la journée, est capable d'absorber et de rejeter du CO2. Et partant de là, donc c'est toute la réflexion sur la contribution des plantes à l'assainissement de la ville qui se met en place. Actuellement, une chercheuse de Grenoble, Erika Wiki, qui est spécialiste des odeurs, des parfums, s'intéresse à la question des ambiances sonores végétales. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Donc, est-ce qu'on recherche des plantes pour l'aspect visuel et ornemental? C'est peut-être spontanément ce à quoi on pense tout de suite. Ou est-ce qu'on recherche un paysage odorant? Et là, la question est, je trouve, intéressante à poser. Ouais, Complètement. complètement. Hyper intéressant. Mm. On va l'interviewer, cette personne. On note. Mais les odeurs jouent un rôle aussi hyper important, ouais, c'est vrai. Mm. Donc vous disiez, il y a l'aspect sanitaire, effectivement, lié au fait qu'on a découvert que les plantes rejetaient et absorbaient du CO2. Ok. Voilà, donc c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'à partir d'expériences in vivo, on confirme ce qui avait été intuitivement affirmé. Donc c'était sur le modèle de la circulation du sang et de l'air dans les corps humains, hein, qui a été démontré à partir de la fin du XVIIe siècle. Et donc là, par raisonnement analogique, on analyse le comportement des plantes. Donc ça, c'est une caractéristique hein, dans l'histoire, cette tendance à anthropomorphiser les plantes, c'est-à-dire les regarder comme si elles étaient le pendant d'humains ou d'animaux. Et là, ce que je trouve intéressant actuellement, même si c'est un autre thème de recherche, c'est toutes les recherches philosophiques. Je pense notamment à Dominique Branchet sur la question de l'esprit du végétal, en fait. Est-ce que l'esprit du végétal existe? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des neurones? Mm. Donc, toutes ces questions totalement fascinantes qui trouvent une place maintenant en recherche, ce qui n'était pas du tout le cas il y a ne serait-ce que quelques décennies. Donc il y a une ouverture aussi
sur des possibles, ou en tout cas des interrogations. Donc là, je trouve que de ce point de vue-là, on vit une époque assez intéressante. Oui, complètement. Oui, on s'autorise à poser certaines questions, même si au Voilà, on final, s'autorise à poser ces questions. ça reste quand même, Terrain de controverse. oui, terrain de controverse, exactement. C'est pas forcément évident. Et il y a encore justement plein de champs de recherche qui s'ouvrent. Et c'est ça qui est passionnant dans ces questions actuelles. Ouais, Je suis oui, d'accord. c'est ça. Et puis les questions engendrent d'autres questions. Et c'est vrai que c'est des thématiques qui sont super intéressantes. Mm. Vous avez parlé au tout début de cet épisode du fait qu'actuellement on vit une crise climatique, écologique majeure. Bon, ça, on peut pas le nier, effectivement. Et donc, on voit l'apparition de cette espèce de solution miracle en ville quand on a ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire que les températures augmentent et donc en ville, la nuit, les températures ne baissent pas puisqu'il y a les bâtiments qui réverbèrent, etc. et pas assez de végétation pour ça. Et donc, pour contrer ce problème, on s'est dit on va végétaliser les villes. Bon, on comprend bien que finalement, végétaliser les villes, ça date pas d'hier, quoi. Et donc, et donc, on observe cet enjeu écologique là de placer le végétal en ville pour l'instrumentaliser en quelque sorte pour ses effets de rafraîchissement, même si je comprends de ce que vous avez dit tout à l'heure que en fait ça aussi c'était déjà utilisé un petit peu avant, cet effet rafraîchissant des plantes et des arbres en particulier. Ce qui m'amène à ma question, est-ce qu'il existe d'autres exemples finalement d'utilisation du végétal en politique publique? Parce que là finalement on parle de gestion des espaces verts, gestion des espaces urbains et donc de politique publique. Donc la question des politiques publiques, ça c'est quelque chose, c'est une thématique, une entrée hein, à laquelle je tiens beaucoup parce que effectivement on pourrait penser que les petites fleurs c'est mignon, c'est gentil, et ce n'est pas un sujet digne d'intérêt comme la grande politique. Et quand on regarde par le passé, on se rend compte que même au début du XVIIe siècle, hein, à l'époque d'Henri IV, ce qui peut paraître loin, on avait déjà une grande attention aux plantations d'arbres, par exemple, ou aux plantations de végétal au sens large, et j'ai envie de dire pas que dans les villes. Donc ça a Mm. toujours été, on parle de gouvernement du végétal, hein, c'est-à-dire comment faire en sorte d'instrumentaliser la croissance d'un végétal qui intéresse les sociétés humaines pour diverses raisons. Par rapport aux espaces urbains, il me semble que les politiques publiques articulent les deux enjeux qui sont l'embellissement et l'assainissement, et que s'y rajoute au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle la tentation d'associer la végétalisation à la civilisation. C'est-à-dire qu'en proposant des espaces verts, on propose des solutions récréatives à la population qui sont considérées comme des récréations honorables et honnêtes. Autrement dit, quand on va se promener dans un parc ou quand on cultive un jardin ouvrier, on n'est pas en train d'aller se saouler dans un bar et dépenser la paye qui aurait pu faire vivre sa famille. Donc il y a cette idée que le végétal va détourner l'esprit humain vers des activités jugées plus conformes à ses aspirations de civilisation. Donc toute cette thématique du végétal qui participe à ce qu'on appellerait au XIXe siècle un ordre bourgeois, et dont nous sommes hein, indirectement les héritiers, c'est quelque chose qui nous a frappé avec Charles-François Mathis. On s'est régalé à regarder les règlements pour savoir ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire dans les parcs. Donc on a appris par exemple que certaines personnes, quand elles déménageaient, étaient tentées de traverser les parcs avec toutes leurs affaires. Donc, ce qui dérangeait évidemment l'ordre végétal, et donc on était prié de ne pas faire ça, ni de pendre son linge pour le faire sécher, ou encore de récupérer la résine des résineux pour faire je ne sais quelle préparation. Donc, on apprend en creux beaucoup de choses assez savoureuses, hein. Je ne parle pas des amours nocturnes, bien sûr, qui est une autre thématique très abordée de la littérature. Donc, voilà, on trouve beaucoup de choses hein, sur cette mise en ordre de la ville, cette volonté de civiliser la ville. Et donc ces questions d'ordre public continuent de se poser toujours actuellement. On l'a vu hein, en période Covid, Mm. lorsqu'il a été pris la décision de fermer les parcs et jardins de certaines villes pour éviter les attroupements de personnes. Et on a vu aussi les résultats dans l'opinion, hein, les gens qui vivaient de manière très négative ce type de décision parce qu'ils considéraient qu'on les empêchait de venir goûter la nature
et donc de jouir de leur droit d'accès à la nature. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans le discours en France, alors que jusqu'à présent, c'était les pays nordiques qui étaient plutôt pionniers, hein, qui garantissent à leurs citoyens une forme de droit d'accès à la nature. Donc ça fait bouger les lignes. Et alors ça me fait penser à... On a interviewé Fabien Roussel, qui est géographe, lui aussi, biogéographe. Et il nous disait justement que, en fait, ce qui m'y fait penser, c'est les règlements dont vous parlez, les règlements dans les parcs et jardins. Et lui, il parlait aussi de la gestion différenciée, qui était finalement une sorte de mise à distance des citadins au végétal. Donc le jardin est là, vous avez le droit d'y aller, mais il y a quand même une mise à distance de l'utilisation de ce végétal ou de la proximité aux plantes. C'est quand même assez paradoxal finalement. Tout à fait, mais parce que justement, ça fait partie de comportements qu'on attend, qui sont des comportements d'observation, de contemplation. Et quand on regarde ces règlements anciens des parcs, hein, depuis le XVIIIe siècle où ils existent, on voit que par exemple, on n'est pas censé aller écraser les pelouses avec ses pieds de manière trop préjudiciable, hein, pour ces espaces. On n'est pas censé y laisser divaguer ces animaux, notamment ces chiens. On n'a pas le droit de cueillir les fleurs. Donc là, ça donne lieu à des passages intéressants pendant la Révolution française, parce que Révolution française, on invente l'espace public, hein. Un espace qui appartenait au roi devient un espace qui appartient à tout le monde. Et les gens de bonne foi se disent, puisque ça appartient à tout le monde, je peux aller cueillir des fruits si j'en ai envie, puisque ça m'appartient. Sauf que ce n'est pas la logique. Si vous êtes dans un jardin urbain, vous n'êtes pas censé aller cueillir les fleurs et les fruits comme si vous étiez chez vous. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Donc on a toute une civilisation par le règlement et effectivement une mise à distance, hein, là je suis entièrement d'accord. On est sur des logiques de micro-distance où par exemple si vous avez des plaques qui vous expliquent le nom de l'arbre ou de la fleur, c'est parce que dans une volonté de pédagogie à la nature, on veut que vous amélioriez vos connaissances botaniques, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'aller arracher des rameaux de l'arbre ou emporter des bouts de tronc en souvenir. Mm. Euh, Donc c'est un rapport très médiatisé finalement à la nature. Le végétal en ville, finalement, il a d'abord été considéré donc comme un ornement, comme on a pu le voir. Il a été introduit comme étant contraint, donc avec la maîtrise de sa place, sa dispersion, son étalement. Euh, Comment les compromis entre les propriétés des végétaux qu'on veut utiliser et la volonté de les contrôler ont finalement été trouvés? Est-ce que ça a évolué ou qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je pense qu'il y a toujours des lignes de partage un petit peu délicates et en tout cas ça fait parler les citoyens. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est donc toujours sur cette question de l'ordre. On veut un végétal ornemental qui rend divers services, mais ce végétal doit rester civilisé. On est dans une ville policée où il n'est pas question d'être en forêt sur un sol boueux et glissant ou de devoir traverser des ruisseaux avec de la boue dedans. Donc c'est là le paradoxe. On veut un végétal urbanisé, urbain, avec certes des branches mais qui ne dépassent pas trop, certes des feuilles mais qui ne font pas glisser une fois qu'elles sont tombées par terre. Et on en arrive à des situations parfois ubuesques où dans cette quête de nature en ville, on va vers une course à la technologie. Donc pour ne prendre que l'exemple de mon université, un des activités très récurrentes des services techniques consiste à pousser les feuilles avec un système d'aspiration en quelque sorte pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas sur les escaliers, alors même que tout le monde est convaincu de l'intérêt d'avoir des arbres, notamment pour rafraîchir l'été. Donc c'est toute une panoplie un petit peu ambiguë de gestes. Et un de ces gestes qui a fait réagir ces derniers temps, c'est la question des produits chimiques, puisque donc avant les années 1830-1840, on n'employait pas de produits chimiques ni dans l'agriculture ni dans la gestion des espaces végétalisés. Cette introduction des produits chimiques a permis d'éviter certaines opérations manuelles comme le désherbage. Donc le désherbage sur les époques antérieures se faisait à la main. Et là, grâce à ces produits, on pouvait gagner du temps sur ces étapes. Donc on connaît les conséquences, hein, le développement des sciences chimiques, le développement de produits phytosanitaires de plus en plus dangereux pour le reste du vivant, et l'interdiction en 2019 de toute une série de produits phytosanitaires qui sont notamment, je crois, des antinicotinoïdes. Cotinoïdes. Bref, ça. Bref, dangereux pour les abeilles. Euh,
Et donc, les villes en France ne sont plus censées, de par la loi, utiliser ce type de produit. Et pour autant, les citadins ne sont pas tous enclins à accepter un désordre végétal. Donc, il a fallu un certain nombre de campagnes publicitaires, parfois récurrentes, où je m'étais amusée à collectionner un petit peu ce que je trouvais. Les villes de l'Ouest étaient assez inventives. Chambéry a fait preuve d'un mauvais goût assez remarquable. Donc j'espère que si l'équipe technique de Chambéry nous écoute, ils m'en voudront pas trop. Mais ils avaient une affiche pour expliquer qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires dans les cimetières, de par cette loi de 2019, qui consistait à dire qu'on n'avait pas envie de manger les pissenlits par la racine. C'était un humour noir qui pouvait Humour faire noir. passer le président. Donc il y a cette question de l'acceptabilité sociale. Voilà, on veut bien un certain végétal qui cadre avec un service écosystémique ou l'idée esthétique qu'on se fait du végétal en ville. Mais les aspects de la vie végétale qui sont moins plaisants du point de vue de l'humain, c'est quelque chose qui reste, à mon avis, problématique à gérer. Donc, quand une municipalité décide d'élaguer une rue parce que les platanes font trop de feuilles ou de branches, on aura toujours des gens qui seront pour ces opérations techniques et des gens qui seront contre. Est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire comme ça des villes, où il y a eu vraiment la tentative de maîtriser au maximum le végétal était à son summum? Oui, je pense que c'était entre la deuxième moitié du 19e siècle et la deuxième moitié du 20e siècle. Deuxième moitié du 20e siècle, peut-être plus précisément les années 1970, où on a quand même commencé à sentir les frémissements d'une nouvelle logique qui était de vouloir une nature plus naturelle en ville, avec des créateurs de jardins, notamment comme Gilles Clément, qui promouvait une nouvelle approche, avec une nature qui croissait moins par dressage que par liberté de recomposition des écosystèmes. Et progressivement, c'est, semble-t-il, cette forme de végétal qu'une grande partie de citadins désirent, même si, à mon avis, cette question de l'ordre végétal fera toujours couler beaucoup d'encre. Si on prend les débats autour de la thématique hashtag Saccage Paris, on voit par exemple que une initiative a été assez finalement mal comprise, qui consistait à proposer de végétaliser les pieds d'arbres. Bon, pour beaucoup de citadins, ça ne répond pas à l'objectif fixé. C'est devenu des dépotoirs peu Mm. ragoûtants et ça n'a rien à voir avec l'objectif initial. Donc on a là une question politique, qu'est-ce qu'on veut, euh, qui, qui reste active et une remise en question de l'ordre urbain avec l'esthétique parc bourgeois, etc., qui, qui a prévalu en ville entre les années 1850 et jusqu'aux années 1970 et qui se maintient tout en étant peut-être remise en question par de nouvelles visions des choses. D'accord. Alors moi, je voulais aborder quand même une question dont vous parlez dans votre livre, qui est le fait que finalement les espaces verts en ville se trouvent à proximité des populations qui sont scientifiques et donc deviennent l'objet de recherches scientifiques. Et finalement, j'y avais pas songé comme ça. Donc pour moi, c'était assez inattendu et en y réfléchissant, en fait, c'est évident. Et donc, il y a cette phrase, c'est souvent, je vous cite, c'est souvent dans la ville qu'on apprend ainsi à mieux connaître la nature. Et j'ai vraiment envie, du coup, d'en savoir plus sur cette appropriation du végétal en ville par les scientifiques. Donc cette question des scientifiques en ville, elle est intéressante et elle ne concerne pas que le végétal. Mm. Alors c'est lié au fait qu'à partir du XVIIe siècle, s'est développée une démarche expérimentale dans les sciences physiques ou dans les sciences relatives à l'observation du vivant. Mais d'abord dans les sciences physiques. On ne sait peut-être pas, par exemple, que quand on a effectué des recherches sur l'électricité au XVIIIe siècle, étaient mis en place dans les jardins de Paris, certains jardins de Paris, de véritables dispositifs pour tester la circulation du courant électrique et ses effets sur les humains. On pensait aussi que ça pouvait avoir des effets thérapeutiques. Donc vous avez de véritables Ok. laboratoires urbains pour une recherche outdoor, donc on n'est pas à l'intérieur du laboratoire, on est Mm. à l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui est assez courant. Alors les premiers exemples, ça serait Blaise Pascal au XVIIe siècle,
pour tester les questions de pression de l'air, donc la pression barométrique, qui amenait son matériel à l'extérieur et qui demandait à des adjoints d'amener ce matériel sur les sommets du Massif central pour comparer avec des altitudes différentes. Donc tous ces dispositifs expérimentaux ont fait que la ville, de manière précoce, hein, dès le 16e, 17e siècle, est devenue un véritable laboratoire. Pour ce qui est de l'étude du vivant, donc on peut penser à l'entrée observation d'une plante, par exemple, ou d'un élément de la faune, mais vous avez aussi tout ce qui touche à la météorologie, donc une approche plus climatique de cette question. Et au XVIIIe siècle, tout particulièrement, on a des séries de données météorologiques, hein, des séries d'observations qui sont menées à bien dans la durée assez longue, hein, de l'ordre de la cinquantaine, soixantaine d'années, par des individualités qui emploient certains jardins urbains avec l'autorisation de leurs propriétaires pour faire ces sortes de relevés. C'est-à-dire pour observer si l'hiver a été froid, le printemps chaud, etc., et voir les conséquences sur la végétation. Donc on appelle ça une approche climato-botanique en quelque sorte. Donc de manière précoce, finalement, ces laboratoires que sont les villes se sont ouverts aux recherches sur le végétal. Le végétal en particulier se prête bien à la démarche d'inventaire. On inventorie, puis ensuite on opère des classifications. Et cette démarche d'inventaire s'est d'abord appliquée aux environs des villes. Donc les botanistes du début du XVIIe siècle, par exemple, sortaient de Paris ou d'autres cités et allaient recenser toutes les espèces végétales qu'ils trouvaient à partir des portes et des fortifications. Et progressivement, cette démarche est rentrée dans la ville. Donc en fait là, ça s'explique peut-être par le fait que quand on a évacué les animaux qui divaguaient dans les centres-villes, que ce soit le cheptel alimentaire ou les chevaux, on a eu peut-être plus, hein, ça c'est mon hypothèse, mais d'herbes, de graminées et autres qui n'étaient pas mangées et qui donc pouvaient se développer un petit peu plus. Et à partir du 19e siècle, donc certains botanistes se spécialisent dans l'étude des flores urbaines. Donc là, qu'est-ce qui pousse le long des rails de chemin de fer? Qu'est-ce qui pousse le long des voies urbaines? Donc avec bien sûr une nouvelle problématique qui arrive avec l'alphatisation, je vais pas y arriver, l'asphaltisation, qui génère hein, évidemment un changement de conditions chimiques pour les plantes. Donc vous êtes les héritières hein, de pratiques, de ce type de pratiques expérimentales qui sont anciennes. Et vos démarches voilà, s'inscrivent dans une histoire de la longue durée. Exactement. C'est beau. Oui, c'est très poétique, j'adore. Enfin, ça me faisait penser un petit peu, je ne sais pas si c'est lié à ça aussi, mais l'étude de la médecine et de la pharmacie, et surtout la pharmacie, elle est très liée à la botanique. Est-ce qu'il y avait comme ça une relation au jardin avec plantes médicinales qui étaient à proximité d'universités ou je sais pas, on pouvait Donc, étudier. Oui. là, j'imagine que vous évoquez bien sûr les fameux jardins botaniques sur lesquels Hélène Blay vient de publier un livre qui est tout à fait fascinant et peut-être aurez-vous aussi envie d'interroger Hélène Blay. Son livre parle des jardins botaniques à l'échelle globale, hein, donc elle évoque aussi des problématiques liées à la colonisation, donc c'est tout à fait passionnant. Ces jardins existent depuis le XVIe siècle en Italie, davantage le XVIIe siècle en France. Et donc, ils sont effectivement à l'origine des réserves de plantes thérapeutiques à destination des médecins, des hôpitaux ou encore des universités de médecine. Où là, on va avoir à la fois un aspect curatif, mais aussi l'aspect enseignement à destination des personnels de santé. Mm. Et puis, à partir du XVIIe siècle, la recherche se complexifie dans ces jardins botaniques et ils deviennent plus largement des centres d'études du vivant donc à différentes échelles, hein. Vous avez entre guillemets des petits jardins botaniques qui sont animés par des académies sur des cités moyennes, on va dire, je sais pas, Dijon, Rouen, etc. Et puis des gros complexes scientifiques comme l'actuel Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelait avant la Révolution le Jardin du Roi. Mais attention, ce n'était pas qu'un jardin, hein, c'était aussi un lieu de dépôt des collections euh, donc de spécimens animaux, végétaux, etc. Et puis on y pratiquait aussi l'étude de l'anatomie
l'anatomie, donc l'étude de la médecine plus spécifiquement anatomique, l'étude de la chimie, l'étude de la physique, donc beaucoup de disciplines d'observation de la nature qui s'y déroulaient. D'ailleurs, on a Et toujours un visité. lien avec la médecine, Pardon. effectivement, puisque on s'est soigné par les plantes jusqu'à l'arrivée des médicaments de synthèse, c'est-à-dire là encore deuxième moitié du 19e siècle. Euh, et quelque chose d'intéressant à voir, donc ça je l'avais plus étudié par rapport à l'implication des femmes dans cette histoire, mais cette histoire de la thérapeutique, c'est aussi une histoire qui est moins connue de pratiques populaires de soins qui ne coûtent pas cher et qui consiste à utiliser les propriétés thérapeutiques des plantes. Et là, donc un certain nombre de femmes herboristes interviennent jusqu'à une date avancée du XXe siècle et leurs arrière-boutiques servent en quelque sorte de, de lieux sanitaires, de lieux de premier secours où on vient chercher des onguents, on vient chercher aussi un soulagement moral, je pense, pour des gens qui ne sont pas en capacité d'aller s'acheter des choses dans les pharmacies où le prix demeure élevé. Donc là, c'est cette histoire du soin en ville qui m'avait intéressée, notamment les plantes qui pouvaient être utiles aux parturientes et que les sages-femmes pouvaient ainsi obtenir dans leur pratique médicale. D'ailleurs, sur les plantes et les femmes en général, je pense que on vous réinvitera. Oui, on aimerait Si bien ça vous ça. tente. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est une question qui est difficile pour la période qui est la mienne, parce que c'est toujours la question des sources, en fait. Donc, on trouve des Mm. sources sur les femmes qui ont écrit, donc qui sont statistiquement celles qui appartiennent à des milieux sociaux plus favorisés. Mhm. Là, celles dont je parle, les herboristes, les sages-femmes, etc., ce ne sont pas, sur ces périodes anciennes, des personnes qui ont laissé des traces écrites. Mm. Donc, on les trouve dans des archives judiciaires, dans des articles de journaux où on dénonce un certain nombre de malversations. Voilà, on les attrape par la bande, en fait. Mm. Il y a vraiment des documents qui leur sont pleinement consacrés. On n'imagine Et- pas ça. Enfin, rien que cette information-là, c'est vrai que... Bah oui, en fait, l'écrit, c'est une trace, et si on n'écrivait pas... Ouais, c'est fou. Mm. Donc c'est une fouille, C'est c'est vrai. recherché de partout. Enfin, je trouve ça... Et l'article que vous évoquez sur les femmes que j'avais écrit, j'avais eu énormément de mal à l'écrire, faute de source. C'était la traque. Depuis, j'en ai trouvé un petit peu plus. Il faudra que je refasse le point. Mais pour mon MDR, je voulais vraiment développer ce point, la culture des arbres par les femmes, et je n'ai rien avant le 19e siècle. Ah C'est pas oui, faute d'avoir d'accord. trouvé. Ouais, Oui, on vous croit. c'est ok. Mais ça existait, c'est simplement que j'ai pas la preuve. Et quand on n'a pas la Oui, preuve, on est obligé de rester très prudent. c'est ça. Bien sûr. Alors, du coup, par Et la curiosité, diplomatie. quel est le sujet de votre HDR? Alors, je peux vous donner le titre en exclusivité puisque j'ai trouvé cette semaine. Oui, merci. Waouh. Ah ouais. Je l'ai écrit. Une HDR, c'est une autorisation à Voilà, c'est diriger des recherches. pour avoir le droit d'encadrer des thèses. Donc, c'est assez formel en histoire. C'est un rite de passage. Euh, Comme un livre, c'est conséquent comme voilà, c'est ouvrage. ça. Mais j'ai l'objectif, en fait, c'est surtout le livre que je vais publier derrière qui Oui. est intéressant plus que la démarche Et donc là, je vais l'appeler Connaître, conserver, multiplier. Écrire l'histoire de France avec les arbres, 17e, 18e siècle. Wow, c'est Ouais, génial. Ah ouais, bah, on a ça hâte de promet. lire. Je vous dirais, quand j'aurai contacté un éditeur, il y a beaucoup d'images, donc j'essaierai de trouver un éditeur qui veut bien Mm. accepter de faire les reproductions couleurs, parce que je trouve que c'est important avec cette approche culturelle que j'aime bien avoir, comme Charles-François Mathis, donc d'intégrer du visuel. Mm. Ah oui, c'est super parlant. Oui, C'est complètement. génial. Bah, on a une petite question rituelle dans nos épisodes pour rester pas planté là. Est-ce que vous pourriez nous partager une découverte qui vous a surprise ou que vous avez aimée sur les plantes? Alors ça peut être une expérience, une histoire ou encore une anecdote que vous aimeriez partager, juste histoire de ponctuer cet épisode qui nous a beaucoup plu, enfin en tout cas pour moi. Mm. Donc là, c'est une question aussi que j'avais trouvée intéressante et belle. Si je pars de mes réflexions actuelles, donc j'ai envie de dire informées et peut-être moins spontanées que le moi d'il y a 20 ans,
Je dirais que ce qui m'a fasciné, ce sont tous ces apports des études qui montrent les liens et la communication entre les végétaux. Et les formes de solidarité aussi qui semblent y avoir, notamment lorsqu'une vieille souche continue à alimenter chimiquement des des nouveaux plants, des nouvelles tiges. Donc là, ce sont des choses un petit peu comme le fonctionnement des abeilles, des groupes d'insectes qui fonctionnent en société, sont des choses sur lesquelles je pense que les sciences du vivant auront des choses à nous apprendre pour les décennies à venir. Et personnellement, j'avais trouvé ça assez émouvant que de regarder autrement la forêt qui nous entoure ou les paysages végétaux, on va dire, du quotidien hein, qu'on peut croiser, en se disant que peut-être que ces arbres dont on entend juste le murmure des feuilles, en fait, sont en train de parler de nous et pourquoi pas de se moquer de nous et de nos habits ou de notre façon de parler ou je ne sais quoi, grâce non pas à leurs feuilles mais à leurs racines qui s'échangent des signaux. Donc ça, à mon avis, ça a été la découverte qui m'a laissé le plus pantoise, mais dans le bon sens du terme. Mm. Et comme j'ai un esprit assez cartésien, c'était pas forcément évident d'accepter. C'est-à-dire qu'il a fallu que je le lise de plusieurs sources pour me dire c'est vrai. Enfin, il y a une vérité scientifique. C'est pas l'imagination d'un chercheur qui cherche à faire le buzz, mais il y a vraiment un fondement scientifique dans ses recherches. Et effectivement, maintenant, je pense que c'est même une discipline, hein, la neurobiologie des Végétal. plantes. Mm. Voilà. Et c'est là, pour moi, ça fait partie des découvertes scientifiques, alors qui sont sans doute pas récentes, hein, mais du point de vue duquel je parle, c'est-à-dire d'une historienne, c'est pas des choses qui nous sont familières. Et c'est en lisant plutôt des articles ou des livres de vulgarisation que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tout un pan de cet univers végétal qui restait finalement assez mal connu, assez mystérieux, hein. Même quand un botaniste définit un arbre, c'est pas si simple en fait. Bien sûr. Tout à fait, exactement. Mm. Et ça montre un peu, du coup, le changement de perspective qu'on peut avoir et tout ce qui reste, ce que je disais tout à l'heure. Et merci de finir là-dessus, de souligner ça, encore à découvrir finalement, parce que justement, il y a des choses qu'on soupçonnait pas avant. Mm. Qui amène à repenser totalement notre Mm. relation. Eh ben, on arrive au terme de cet épisode. Je suis vraiment ravie, comme tu disais, Lucia, là, parce que c'est passionnant. Je pense qu'on aurait pu rester encore quelques temps à discuter. Facilement, oui. Mais voilà. On peut refaire une séance, il y a pas de problème. Allez, c'est pareil, tome 2, hein, je pense. Et donc, voilà, ça a été vraiment un plaisir de découvrir toute cette histoire citadine, dont le végétal fait partie intégrante finalement. Vouloir végétaliser les villes n'est pas une intention récente du tout, que ce soit volontairement ou pas. Et on retiendra quand même qu'il est possible de parler ville en intégrant les végétaux dans ce milieu-là, avec tous les usages que ça comprend et toutes les volontés qu'on peut avoir. Merci Émilie Anne Pépi d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé ce pan de vos recherches qui nous a passionnés. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, Restez pas plantés là.